Bonjour à chacun et chacune d'entre vous et bienvenue pour ce troisième débat sous le titre générique Crise sanitaire, débat salutaire, organisé par Etopia pour dialoguer autour de ce que nous traversons ensemble dans le cadre de cette crise de la Covid-19, une crise sanitaire qui est aussi progressivement devenue une crise sociale, une crise économique et puis peut-être une crise démocratique qui appelle à davantage de dialogue, de débat entre des personnes dans la société qui ont peut-être tendance à se fragmenter, à polariser des opinions, des convictions de plus en plus nettes. Et nous avons des difficultés aujourd'hui à faire sens commun, à trouver une route commune par rapport à la manière à laquelle nous traversons cette crise particulièrement complexe. C'est pour cela qu'Etopia organise 4 discussions sur 4 thèmes différents. Et celui de ce soir portera plus spécifiquement sur les enjeux liés à la prise en compte de la réalité du terrain ou des terrains, autant pour prendre des décisions que pour mettre en œuvre des décisions politiques de gestion de la crise que nous avons à traverser collectivement. Pour cette discussion, nous avons, comme à chaque fois, 2 intervenants qu'on va qualifier d'experts scientifiques qui ont été amenés durant cette crise à conseiller les autorités ou à régulièrement intervenir dans les médias pour éclairer la situation, et puis 2 personnes pour interpeller à partir de leur réalité, de leurs préoccupations de terrain. Aujourd'hui, nous avons du premier côté de la table, je dirais, Marius Gilbert qui est épidémiologiste à l'ULB, qui a été un des premiers à attirer l'attention sur les risques de ce coronavirus venu de Chine dès février dernier. Il a beaucoup été médiatisé, il a été souvent dans nos salles à manger ou nos salons via le petit écran pour nous expliquer la situation. Et puis, il a été amené à participer au GACE, à ce groupe d'experts qui a conseillé le gouvernement pour la stratégie de déconfinement et encore récemment a participé au CELEVAL qui conseille encore le gouvernement fédéral, même si ce CELEVAL, Marius l'a quitté récemment. Nous avons également Jean-Luc Gala, qui est spécialiste en maladies infectieuses à l'UCL, qui a aussi été régulièrement médiatisé, qui a souvent un point de vue plus rassurant sur la crise que d'autres experts que nous avons régulièrement entendus, mais qui, depuis le début de cette crise, a attiré l'attention sur l'importance du port du masque. Et il nous avait même réalisé il y a quelques mois un tutoriel pour nous expliquer comment fabriquer des masques. Nous avons de l'autre côté de la table Fanny Dubois, qui est secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales, qui représente donc un grand nombre d'acteurs de la première ligne de la prise en charge des patients et de la prise en charge de la santé publique dans notre société. Fanny, qui est sociologue, qui a aussi commencé sa carrière comme aide-soignante, et en particulier à soigner des personnes âgées. Et on sait que c'est une préoccupation importante dans le cadre de ce que nous traversons. Et puis enfin, nous avons Bernard De Vos, éducateur spécialisé, islamologue, qui a travaillé longtemps dans le secteur de l'aide à la jeunesse et qui est depuis quelques années déjà délégué général aux droits de l'enfant et donc chargé de faire respecter les droits des enfants de 0 à 18 ans dans notre société, plus particulièrement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à chacun, à chacune de consacrer du temps, d'être disponible ce soir pour cette discussion. Je précise avant de vraiment débuter que chacun ce soir parle totalement librement et ne représente que lui-même en quelque sorte et que les échanges ici ne sont pas des expressions au nom d'Etopia qui simplement organisent le cadre de cette discussion. Alors, pour débuter, je voudrais vous demander peut-être à chacun et chacune, mais très brièvement, de nous dire, tiens, de votre point de vue, où en sommes-nous dans cette crise? Qu'est-ce qui est significatif du stade où nous en sommes aujourd'hui? Peut-être 1 minute chacun en commençant par Marius. Merci. Donc, on en est à un stade où en fait on a une série d'indicateurs à la fois de transmission et d'hospitalisation qui sont en croissance depuis plusieurs semaines maintenant. Une croissance qui ne se fait pas à une vitesse alarmante telle qu'on a connue dans la première vague où on avait des temps de doublement de 3-4 jours extrêmement courts. Donc, on a une croissance lente mais assez régulière de ces différents indicateurs à un moment où on a l'automne devant nous.
l'automne et l'hiver, qui sont des périodes que l'on sait être assez délicates du point de vue de la transmission d'un certain nombre d'infections respiratoires. Et c'est, je dirais, il y a un moment aussi où dans la population, il y a une forme de lassitude par rapport à l'ensemble des mesures et du poids que ces mesures représentent pour les personnes. Et donc, en fait, ces facteurs se conjuguant, effectivement, il y a un certain risque que cette augmentation se poursuive pendant l'hiver. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut rester extrêmement vigilant. Et il y a déjà un certain nombre d'hôpitaux qui se trouvent dans des situations où ils atteignent déjà en fait un certain nombre de plafonds en termes de capacité, mais de plafonds qui ont été fixés de façon à leur permettre de maintenir toutes leurs activités normales, toutes les opérations qui sont prévues normalement. Donc, rien d'alarmant de ce point de vue-là, mais si l'augmentation se poursuit dans ces mêmes environnements et ne peut pas être je dirais, compensée par des transferts hospitaliers d'une personne à l'autre, eh bien, ça peut amener à devoir de nouveau mettre une charge supplémentaire sur les hôpitaux. Donc, rien d'alarmant pour le moment, mais le fait que ça continue à augmenter est préoccupant et justifie le maintien d'un certain nombre de mesures de prévention dans la population. Merci. Brièvement, Monsieur Gala, pour vous, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Votre micro. Là, voilà. Vous m'entendez? Oui. Je trouve un peu étonnant que Marius dise rien d'alarmant parce que tout ce qu'on entend comme message dans les médias, c'est très alarmant. Je ne dis pas que c'est lui qui est alarmant, je dis simplement que les messages sont extrêmement anxiogènes et les médias jouent un rôle extrêmement négatif à ce niveau-là. Ça, franchement, clairement, ça n'est pas la bonne manière de communiquer. Bon, maintenant, je résumerai très brièvement en disant que le virus, en mars-avril, il tuait. Maintenant, le virus, en septembre, il circule. Il y a quand même une nuance énorme. Il circule, oui, il circule, mais c'est normal qu'il circule. Et je dirais de manière assez provocante, c'est même très très bien qu'il circule, à une condition. C'est qu'il circule là où il peut circuler sans faire de dégâts et que l'on protège les groupes vulnérables. Et ça tombe sous le sens. Et là, il faut maintenir les mesures, bien évidemment. Mais que le virus circule dans les groupes jeunes, comme on le voit maintenant, et ce sera, je pense, l'objet du débat, c'est une excellente chose parce que ça contribue à ce qu'on appelle l'immunité subcollective. On en aura besoin parce que ce virus ne va pas s'arrêter. Et vous ne pouvez pas arrêter un virus pandémique. C'est impossible. Vous pouvez le freiner, vous pouvez le ralentir, c'est d'ailleurs le but des mesures de mars-avril, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de circuler. Il est moins sévère, il est plus mortel ou quasiment plus mortel et il frappe surtout des communautés spécifiques et c'est vers celles-là qu'il faut s'adresser à l'heure actuelle pour éviter les complications mortelles. Ça, c'est clair et net. Merci. Fanny Dubois, de votre point de vue, où en est-on aujourd'hui? Je vais parler de mon point de vue situé depuis le terrain. Est-ce qu'il y a un écho quand même, pas mal? Vous l'entendez aussi, l'écho? Voilà, on va couper les micros des autres personnes, comme ça on vous entendra mieux. Oui. Ok. Donc, effectivement, depuis le terrain des maisons médicales, mais aussi de la médecine générale en général et des infirmières à domicile, des aides-soignantes, des aides familiales, etc., on sent quand même qu'il y a une grande surcharge de travail. Hein. Dans les médias, on le ressent aussi. Les coups de gueule des médecins généralistes qui ont une surcharge administrative importante. Effectivement, là, je rejoins M. Gala, le fait qu'il y ait une culture anxiogène fait qu'on sent que beaucoup de patients appellent en maison médicale pour tout et rien. On le sent au niveau de l'ensemble de la première ligne, des métiers de première ligne, que le fait que certaines mesures aussi plus de contrôle autour des certificats médicaux pour tout et n'importe quoi impactent aussi symboliquement même les médecins parce qu'ils ont l'impression de se transformer en acteurs de secrétariat administratif alors que ce n'est pas leur expertise. Et donc ça, voilà, c'est comme ça qu'est vécu aujourd'hui le Covid-19 sur le terrain parce que, si vous voulez, au-delà de toutes les mesures qui sont prises et où j'imagine que
en termes d'expertise, elles sont pertinentes. Je pense qu'il faut penser à cette première ligne. On constate quand même beaucoup d'effets aussi plus psychologiques, plus sociaux, et toutes ces prises en charge sur le terrain, il faut y penser. Et aussi l'effet de la non prise en charge des maladies chroniques, etc., pendant le confinement qui accroît la surcharge de travail sur le terrain. Et pour finir, évidemment qu'on rentre dans une période automnale avec les grippes, etc., qu'il va falloir prendre en charge en plus de la prévention à la propagation du virus Covid-19. Tout ça fait que, oui, sur le terrain, on le sent et on est de plus en plus fatigué, épuisé. Voilà, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais Oui. je vais laisser la parole aux experts. Il y aura encore un peu de temps, mais on entend beaucoup ça, les acteurs de terrain qui sont épuisés, c'est clair. Bernard Devos, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors oui, moi, si je veux parler de terrain, d'abord, puisqu'on a rappelé que je m'intéressais plutôt aux questions constitutionnelles, je voudrais parler des enfants et des jeunes dans un premier temps. La vie est peu facile pour eux. C'est simple, être enfant dans un climat relativement angoissant et être jeune, c'est encore moins facile, complexe parce que justement la jeunesse demande entre guillemets du mouvement, Vous m'entendez bien ou pas? C'est un peu haché, mais on arrive à comprendre quand même. Ton micro aussi, je pense. Moi, j'ai une bonne communication pourtant, mais c'est mieux comme ça? Alors, on réessaye. Je disais que, bon, allez, en gros, être enfant et être jeune aujourd'hui, situation extrêmement anxiogène, peu de possibilités pour les ados de faire ce qu'ils doivent faire à cette période-là de leur vie. Ça veut dire multiplier les rencontres, faire des expériences de tout type en matière d'études, en matière d'amour, de relations, etc. Donc, c'est très, très difficile. Et du point de vue des professionnels, c'est quand même toujours une situation caractérisée par beaucoup d'incertitudes qui empêche toute anticipation, toute programmation, etc. Et c'est extrêmement complexe à gérer. Pour le reste, Patrick, tu l'as dit dans ton introduction, ce que je constate moi et ce qui fait vraiment problème et de plus en plus, c'est le déficit démocratique. Une série d'acteurs qui ont l'impression de connaître leur secteur, qui ont maintenant plus ou moins appréhendé le virus et les conséquences sur leur pratique et qui aimeraient quand même bien parfois qu'on leur demande leur avis et qu'ils puissent le faire remonter vers ceux qui vont décider des pratiques à leur égard. Et ça, aujourd'hui, je pense que le déficit démocratique, il devient de plus en plus flagrant. Il était, j'ai envie de dire, accepté en situation d'urgence, de crise, comme pendant le confinement, où là, de toute façon, tout était à l'arrêt, il n'y avait pas de questions à se poser. Ici, maintenant, tant du côté des enseignants que du côté du monde, j'ai envie de dire, socio-éducatif en général, il y a quand même beaucoup de volonté de se dire, bon, ce qu'on nous propose est peut-être certainement important, mais on peut proposer des aménagements, on peut proposer des manières de faire qui seraient respectueuses à la fois des publics avec lesquels on travaille et à la fois de notre place d'expert, entre guillemets, sur notre propre réalité de terrain. Merci. Peut-être, Marius Gilbert, cette question de la prise en compte des avis du terrain, en fait, elle revient très souvent, de façon générale d'ailleurs, pas seulement dans le contexte de cette crise, mais peut-être quand même de façon assez intensifiée ici depuis quelques mois. Comment ça s'est passé, ou comment ça se passe d'ailleurs, de ton expérience par exemple au sein du GAZE, cette capacité, je dirais, des instances d'avis, des autorités à écouter ce qui peut remonter du terrain? Plus ou moins bien. Plutôt. Bon, on est resté dans une logique très très fortement de haut en bas, qui est une logique dans laquelle notre gouvernement et beaucoup de gouvernements se sont installés, c'est-à-dire où il y a un certain nombre de décideurs qui décident de comités d'experts qui vont les aider à prendre des décisions. Et c'est vrai que c'est une approche très fortement qui n'est pas une approche participative, qui associe un certain nombre d'acteurs à la décision. C'est très clair. Et c'est un mode de fonctionnement qui, je pense, pouvait assez bien se justifier dans une situation d'urgence, durant laquelle, eh bien, effectivement, mettre en place des processus plus participatifs, plus à l'écoute, pouvait se comprendre pour des raisons opérationnelles, c'est-à-dire qu'il faut décider vite dans des circonstances très difficiles.
mais qui, dès lors qu'on a plus le temps, effectivement, pose des tas de questions et des tas de problèmes aussi. Donc, dans les travaux du Gué, ça, on l'a très, très fort ressenti, c'est-à-dire que bon, nous étions là, il y avait une forme de déconnexion auquel on a essayé d'un petit peu qu'on a essayé de compenser en faisant intervenir un certain nombre d'acteurs dans des sous-groupes. On a comme ça invité pas mal il y a eu des sous-groupes qui ont travaillé séparément, mais on est très loin d'un processus qui se soit placé vraiment à l'écoute du terrain. Mais je dirais les règles étaient déjà presque fixées dès le départ dans le mandat qui nous avait été fixé, dans la composition de ce groupe qui avait été établi sur des bases qui n'étaient pas très, très claires. Et en fait, on reste toujours dans une logique tout à fait analogue maintenant au niveau du Céléval, où il y a eu comme ça une espèce de refonte de la composition du Céléval, qui était une refonte essentiellement politique, qui visait à changer un petit peu le rapport de force entre une composition préalable qui était très, très fortement orientée vers les sciences biomédicales, vers une évolution où les sciences biomédicales soient beaucoup plus mises en balance par rapport à d'autres aspects de la vie économique, sociale ou collective. Mais ça reste toujours cette même logique très très forte de haut en bas et assez coupée de la réalité du terrain. Et c'est une des raisons pour laquelle nous, en fait, on a voulu, en tant moi et d'autres experts, on a voulu essayer un peu de sortir, d'échapper à cette logique. Ça s'est fait de différentes manières. Très tôt, moi, j'avais essayé de pousser des approches participatives parallèlement aux travaux du Gué. Ça n'a pas pu se mettre en œuvre. Et puis, au niveau de la communauté scientifique, on s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on cherche à ouvrir le débat et qu'on puisse permettre ce débat de façon large et de façon pluridisciplinaire, ce qu'on a essayé de faire il y a 2-3 semaines dans cette conférence qu'on a organisée sous l'égide des académies. Voilà, donc il y a clairement un déficit pour moi dans l'écoute qui est faite du terrain, encore maintenant dans la réponse institutionnelle qui est donnée. Merci, on verra comment on peut mieux faire. Alors, peut-être écoute du terrain. Je propose à Fanny Dubois de poser une première question, d'avoir une première interpellation. Oui, alors moi j'avais envie de vous poser la question en tant que scientifique, comment vous représentez la question de la prévention dans le système de santé? Pourquoi? Parce qu'en maison médicale, chez nous, c'est vraiment une dynamique qu'on défend très fort, donc les logiques de prévention à la santé, de promotion à la santé et d'action sur des déterminants de santé plutôt que d'action sur le curatif directement. Et ici, l'intérêt de cette pandémie, c'est qu'elle nous a quand même démontré à quel point agir dans la prévention, ça pouvait avoir un impact positif sur la réduction de la propagation du virus, sur la diminution du taux de mortalité. On sent que des mesures ont été prises et nous, pareil, à la Fédération des maisons médicales, on a dès le départ défendu le port du masque obligatoire partout, etc., parce qu'on se rendait compte que ce virus allait pouvoir causer des effets assez catastrophiques sur les vies des citoyens. Mais c'est vrai que ce qui nous a embêté plus, c'était les mesures plus coercitives qui étaient imposées en parallèle de ces gestes barrières, mais aussi finalement, l'effet que certaines mesures assez drastiques qui ont été prises dans l'urgence ont eu notamment dans certaines collectivités, par exemple les maisons de repos. Chez nous, à la Fédération des maisons médicales, on a été fort inquiets pour la situation en maison de repos et beaucoup de nos équipes mobiles d'urgence, du coup, ont été essayées d'aider, même si ça a fait ce que ça a pu faire, mais on n'avait pas vraiment les moyens d'agir pour réduire complètement cette propagation du virus dans ces institutions de soins. Or, il y a quand même des mesures assez drastiques qui ont été prises pour les maisons de repos, à savoir la fermeture totale et donc un empêchement au contact humain fondamentaux, surtout pour des personnes en fin de vie. Et donc voilà, ma question vers vous en tant que scientifique plus des sciences naturelles dures, c'est oui, de la prévention, mais quelle représentation vous avez de cette
vision de la santé publique et comment est-ce qu'on pourrait aussi conseiller les responsables politiques, puisque comme vous le savez, le système de santé publique en Belgique est quand même largement plus financé pour les aspects curatifs que préventifs. Comment on pourrait ensemble conseiller les responsables politiques pour aller vers plus de prévention dans le système. Ouais. Merci. Je propose tour à tour à Jean-Luc Galin et Marius Gilbert d'avoir une réaction à cette interpellation. Magnifique question, si je peux me permettre, et elle me touche beaucoup parce que je suis fort impliqué dans des projets européens, y compris pour la préparation aux grandes pandémies. Alors, c'est vraiment un malheureux hasard que nous ayons été impliqués dans ces projets de préparation aux grandes pandémies qui se sont terminés avant la plus grande pandémie que l'histoire ait connue. Mais bon, voilà, ça, c'est un accident de l'histoire, nous dirons. Donc, moi, ça me touche beaucoup ce que Fanny dit parce que c'est évidemment tellement vrai. La prévention, et tout le monde le sait, et nous particulièrement gestionnaires ou en tout cas conseillers pour l'Union européenne de la préparation aux pandémies, que la première ligne est la première ligne essentielle. Donc, les médecins généralistes, pour ne pas les citer, ont été complètement absents de la gestion de cette crise, ont été complètement ignorés. Ne parlons même pas des homes, ça, on ne sert même pas besoin d'en débattre puisque c'est une évidence. Mais n'oublions pas ces médecins généralistes qui se sont retrouvés avec l'obligation de traiter des malades par téléphone. Enfin, c'est une aberration pour tout qui est médecin et médecin de terrain. Et je suis un médecin de terrain. C'est vraiment une aberration fondamentale. Donc, l'aspect préventif est essentiel, mais malheureusement, et Fanny l'a souligné, elle a tout à fait raison, c'est une politique d'État qui veut que l'État épargne les moyens, sous-finance le système médical, ça on le sait aussi, et donc privilégie quelque part la réaction à la prévention. C'est vrai en Belgique, mais c'est vrai dans tous les États membres européens, partout. Quelques rares exceptions. Le Luxembourg est une exception. Alors, c'est un petit pays, on en a rigolé, c'est 600 000 habitants, mais ils ont géré la crise d'une manière exemplaire et on n'en parle jamais, alors que des grands pays se sont complètement plantés et la Belgique en fait partie par ailleurs. Pourquoi? Par un manque de préparation. Parce que pour la prévention, il faut une préparation. Tout expert en gestion de crise pandémique vous dira, et nous en débattons à longueur de journée, que la communication est essentielle, la préparation est essentielle, le calme est essentiel. Nous avons manqué de préparation, nous avons manqué de prévention et nous avons manqué de calme. Et on le voit encore maintenant. Les attaques personnelles, les attaques ad hominem que je reçois, moi, personnellement, sur mes mails, je n'y réponds même plus. Marius sait à quoi je fais référence. Je ne réponds même plus à ces attaques-là. Des attaques vers les directeurs médicaux de mon institution, vers mon recteur, me demandant de m'obliger à me taire. Donc ça, okay. C'est manque de prévention, manque de préparation. Ce sont vraiment les trois facteurs qui manquent. On retiendra ces trois facteurs-là. Peut-être alors, Marius, cette prise en compte des déterminants de la santé, de la prévention, dans quelle mesure ça a pu être pris en compte justement et qu'est-ce qu'il y aurait moyen de faire mieux en la matière pour le futur? Sur cette question-là, on est d'accord. Hein, c'est-à-dire que pour moi, la prévention, c'est le parent pauvre de la santé publique de façon générale. Et c'est assez spectaculaire. Je pense que j'avais vu un chiffre un jour très interpellant qui représentait, en fait, qui rapportait le budget total de la communication en termes de prévention des États-Unis en proportion du budget publicitaire des vendeurs de sucre au sens large, soda, céréales, etc. Et on était dans des rapports de force, mais qui étaient de 1 pour 1000. Enfin, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était absolument hallucinant. Donc, c'est vrai que c'est le parent pauvre parce que aussi, c'est en fait tout simplement par rapport aussi à des logiques simplement néolibérales qui font que ça ne rapporte pas grand-chose, la prévention. En fait, c'est empêcher les gens d'être malades. Et donc, en fait, ça ne fait pas vraiment tourner une médecine qui est aussi, et il faut le dire, qui est aussi, en fait, un gagne-pain important pour un certain nombre de médecins. Et donc, voilà, on peut dire effectivement les médecins étant en première ligne, mais il y en a beaucoup qui sont pleins parce qu'ils n'ont pas toujours dans les hôpitaux, ils ont dû interrompre leur médecine, leur chirurgie et des choses comme ça. Donc, je n'ai pas envie de mettre les médecins à dos, mais il y a aussi une réalité économique d'un système qui a été poussé en particulier par la ministre de Bloch, qui a une vision de
de la médecine néolibérale, voilà, qui est celle-là. Et donc, on paye les conséquences de ça. Maintenant, bon, je pense qu'effectivement, donc là, je n'ai pas vraiment d'opposition sur le bénéfice de la prévention. Et moi, mes propres travaux de recherche qui portent sur l'étude des zones d'interface animal-homme au niveau du risque pandémique sur les grippes aviaires, des choses comme ça, c'est précisément ça. C'est mieux comprendre ce qui se passe dans ces zones d'interface pour essayer de chercher à empêcher même que ces pandémies émergent à l'interface animal-homme. Donc là, je suis absolument convaincu de ça. Mais la question, c'est pas tellement... Parce que tout le monde est convaincu de la prévention. Enfin, je pense que si vous posez la question à des tas de personnes, tout le monde vous dira, ben oui, c'est beaucoup mieux, ça coûte beaucoup moins cher à la société, etc. La question, c'est comment est-ce qu'on traduit ça de façon opérationnelle et dans une politique réelle de santé publique. Et c'est là que surviennent les difficultés, et c'est là qu'il faut se montrer créatif, constructif sur la manière justement de transformer une médecine qui est beaucoup plus réactive vers une médecine plus proactive. Et là, je pense qu'il y a un vrai enjeu sur les années qui viennent. Je peux intervenir là-dessus? Ah, très brièvement, alors, pour qu'on puisse passer aux questions de Bernard Je DeVos. suis d'accord avec Marius, on monte la couche européenne. C'est franchement, on ne peut pas préparer un État à une pandémie seul. Une pandémie, c'est par définition, ça n'a pas de frontières. Donc, il faut vraiment, et la crise l'a montré, il faut vraiment une intégration des politiques de santé européennes. Elles sont tout sauf intégrées. La santé et la défense sont deux domaines où la souveraineté des États est clé, et c'est très mauvais. Et on a vu dans la pandémie une absence totale de coordination au niveau européen. On ne peut pas faire une préparation sans intégrer le niveau. On retiendra donc ça aussi. Et je me permets de profiter de cette première question pour dire que notre prochain débat, donc le 8 septembre, aura pour thème central justement ces questions de prise en compte plus globale de la santé, leur prévention, prise en compte des déterminants de la santé, etc., dans le cadre d'une crise qui, de fait, a beaucoup été gérée sur base d'une lutte contre le virus et des gestes barrières, etc., qui étaient évidemment extrêmement importants, mais il a sans doute manqué d'autres dimensions à cette gestion de crise. Et au-delà, on en parlera certainement le 8 septembre davantage. Bernard DeVos, c'est à vous. Oui, alors ma question, elle a trait à la question de l'information et de la communication qui a été abordée d'ailleurs déjà par le professeur Gala il y a quelques secondes. Alors, on sait combien cette question est importante si on veut susciter l'adhésion du public en général aux mesures qui doivent être suivies. Et donc, je dirais de manière caricaturale et volontiers provocatrice qu'actuellement, la communication, c'est une communication qui est formatée pour un public adulte, blanc et bourgeois, et qui est transmise par les canaux de communication qui sont utilisés par le public blanc, adulte et bourgeois. Et donc, si effectivement on veut toucher un public précarisé, qui semblent être plus touchés par la maladie pour les raisons qu'on connaît, hein. Ce n'est pas simplement par leur statut social ou entre guillemets qui parfois a assimilé un statut de sous-citoyen, c'est simplement parce qu'ils connaissent des situations de vie qui propagent, qui facilitent la propagation du virus. Et donc, moi, à plusieurs reprises, j'entends des acteurs de prévention qui existent. Donc, pas des acteurs de prévention médicale, mais des acteurs de prévention dans les quartiers, travailleurs de rue, animateurs de maisons de jeunes, c'est vrai, qui pourraient propager et aider la propagation des messages de manière directe, mais eux-mêmes sont en difficulté par le fait que les messages ne sont pas pérennes, parce que les mesures ne sont pas pérennes. Et donc, ma question, est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt lieu de penser plutôt qu'à une alternance de mesures où on restreint relativement fort, on dit le masque en rue tout le temps, etc., comme on l'a connu récemment, et puis on peut le relâcher, etc. Je veux dire, par rapport à un public précaire, par rapport à un public qui n'a pas accès à une information de manière immédiate et qui doit avoir une information, je veux dire, traduite ou facilitée, évidemment, ça prend du temps. Et donc, le temps, quand on décide une mesure, le temps nécessaire pour qu'elle arrive, entre guillemets, jusqu'aux personnes qui doivent l'appliquer, est tellement long que quand l'information et la communication arrivent, la mesure va déjà changer. Donc, je me demandais s'il n'y a pas lieu de prévoir plutôt des
des mesures, j'ai envie de dire, moyennes, mais qu'on garde sur une longue période qui permet alors d'une communication costaude. Et parce que, moi, je connais évidemment rien au niveau épidémiologique, mais je vois quand même effectivement une redondance de vagues ou vaguelettes, enfin, on peut appeler comme on veut. Et donc, je me dis peut-être que si on gardait quelque chose de constant, on aurait plus d'adhésion et une meilleure communication vis-à-vis des publics les plus précaires. Merci. Voilà, cette question du lien entre l'analyse, les mesures et la communication, la capacité de compréhension des différents publics. Je vois que M. Gala veut intervenir. Magnifique question, magnifique intervention. Je pense que Bernard a tout compris et a tout résumé. Les communautés ciblées à l'heure actuelle sont exactement celles dont il parle. Je ne vais pas aller au-delà de son message, il l'a dit aussi bien et même mieux que moi. Et je pense que la communication, elle est le résultat des experts que vous choisissez aussi. Et le Céléval et le GES sont très, très critiqués par le corps médical. Quand je parle du corps médical, c'est des corps de terrain. On parle bien des intensivistes, pas représentés, des pharmaciens, pas représentés. Pharmaciens, on n'en parle jamais. C'est un complexe logistique majeur dans la réaction à une pandémie. On parle des directeurs médicaux, pas du tout présents. On parle des urgentistes, pas du tout présents. Des médecins traitants, pas du tout présents. On a des épidémiologues. Alors là, on a eu une épidémie d'épidémiologues dans tous les médias du pays. Vraiment, on n'entendait plus parler que d'épidémiologie, tout le monde devenait épidémiologiste. On a eu une épidémie de virologues, de gens de laboratoire, et donc là, il manque vraiment les forces vives, et on retombe sur ce que Fanny avait dit, la première ligne n'est pas représentée, mais pas non plus dans la communication. Et donc là, forcément, la communication, elle est biaisée au départ. Elle est extrêmement biaisée. Je ne dis pas qu'elle est fausse, je dis qu'elle est biaisée. C'est une vision particulière d'un puzzle complexe et vous ne prenez qu'un morceau du puzzle. Alors que ce puzzle, il est constitué de plein de morceaux différents. Et dans une gestion de crise, mais qui est médicale par essence, il me semble qu'avoir une voie médicale et même plusieurs, c'est quand même un élément de base. OK. Et donc, par rapport à cette prise en compte des terrains, Marius, et cette communication plus ou moins adaptée aux différents publics, stable par rapport à une communication variable, comment est-ce que ça a pu être intégré dans les réflexions? Comment ça a pu être entendu aussi par les autorités que vous conseillez? Alors, la communication, elle s'organise par le biais d'une cellule, qui est la cellule InfoCell, qui est une cellule de la santé publique, et en fait, dans laquelle, contrairement à ce que croit M. Gala, les experts n'interviennent absolument pas. Donc, il ne faut pas confondre, si vous voulez. Donc, nous, notre rôle au niveau du conseil qu'on a pu donner au niveau de GAZE était toujours de dire communication hyper importante, le ciblage de la communication hyper importante, etc. Et puis, c'est une cellule gouvernementale qui prend le relais d'organiser cette communication, et on ne peut que constater que cette communication est une communication très institutionnalisée, formelle, peu ciblée, peu adaptée, des choses comme ça. Et donc, ça, voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment l'enjeu principal au moment où on passe d'une phase de crise à une phase de gestion dans la durée, d'adapter cette communication au public cible. Mais je pense aussi que dans la première phase, en fait, la communication, c'était pas très compliqué. Dans le lockdown, c'était pas très compliqué. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu réel. Mais effectivement, les pays qui ont bien fonctionné, je dirais, jusqu'à présent, sont ceux qui, à la fois, ont pris des mesures très tôt et qui ont eu une assez grande constance dans leur politique et dans leur communication. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut vraiment assez critiquer la façon dont les choses ont été organisées en Belgique. Mais je pense que, bon, je vais me faire un peu plus critique, mais je trouve que M. Gala se place vraiment dans une position du yaka, en sous-estimant complètement la complexité institutionnelle dans laquelle les différents acteurs de ce pays, moi, experts, d'autres groupes, agissent. Vous avez une multiplicité de différents groupes, le RAG, le RNG, le ERMG, le CODECO, le COFECO, la CIM, le comité Testing and Tracing, différentes task forces qui ont été mises en place parce qu'en fait un certain nombre de choses ne marchaient pas, etc. Donc vous avez toute une structure institutionnelle en fait qui est adaptée dans le traitement et la gestion de maladies chroniques, c'est-à-dire de problèmes qui n'appellent pas à une urgence particulière.
Et toutes ces structures, enfin, c'est la lecture que j'en fais, hein, je défends ici un point de vue tout à fait personnel, et je voulais le préciser. Toute la difficulté, c'est qu'en fait, toute cette structure institutionnelle qui organise la santé publique en Belgique a été mise sous pression pour faire face à une urgence épidémique. Et tout d'un coup, tous les processus décisionnels qui étaient relativement lents, qui fonctionnaient pour traiter des choses lentes, étaient prises par le tempo et la vitesse avec laquelle il fallait répondre, et du coup, une forme de cacophonie dans la réponse, dans l'organisation, des mesures qui sont prises dans une direction, et puis on change de direction, et des choses comme ça. Tout ça en présence, malgré tout, et il faut le reconnaître, de connaissances qui évoluent, d'un consensus qui évolue, et les décisions de santé publique doivent se baser malgré tout sur des faits qui font consensus. Elles ne peuvent pas prendre uniquement un point de vue de un ou deux experts qui viennent s'exprimer. Et donc pour moi, toute la grande difficulté de cette épidémie, et la question se posait exactement dans les mêmes termes en début d'épidémie que maintenant, c'est trouver une ligne, si vous voulez, entre banalisation et alarmisme. Et donc, vous avez d'un côté du spectre, vous avez Marc Watley qui s'exprime du côté très fort de l'alarmisme, qui voudrait stopper toutes les écoles, qui s'est opposé de façon très très forte à la réouverture des écoles et qui s'est exprimé dans ce sens. Et M. Gallage, je me permets de vous placer de l'autre côté, dans une position qui, moi, personnellement, que je trouve dangereuse parce qu'elle est extrêmement banalisante de la réalité du problème et sur des bases qui, pour moi, sont trop fragiles du point de vue scientifique par rapport au poids de communication que vous leur accordez. Et voilà, je vous dis exactement la même chose que ce que je vous ai écrit. Je ne pense pas l'avoir fait dans des termes discourtois ou de façon peu respectueuse, mais je vous tenais à l'exprimer parce que je trouve que, voilà, c'est-à-dire qu'il faut trouver un chemin entre ces deux positions et que c'est ce chemin-là n'est pas facile à trouver dans un contexte institutionnel complexe et qu'il faut faire, en fait, il faut prendre en compte toute cette complexité pour éviter aussi un discours simpliste. Et c'est ça qui est difficile. Est-ce que dans ce contexte-là, je vais faire le lien avec l'actualité, hein, il y a un certain nombre de personnes qui appellent à la désignation d'un commissaire du gouvernement pour gérer la crise. C'est prévu dans l'accord du gouvernement qui a été approuvé hier. Quel sera l'avantage, de votre point de vue, potentiel en tout cas, de la désignation d'un commissaire du gouvernement? Pour moi, il est clair. C'est-à-dire qu'au moins, on peut être d'accord ou pas d'accord avec la ligne que cette personne pourra donner, mais au moins, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une ligne. Et ça, je pense que c'est effectivement une chose qui a manqué dans la crise jusqu'à présent. Et c'est qu'en fait, de façon ultime, la personne qui fixait, qui donnait le tempo, au final, c'était Sophie Wilmès, c'était la première ministre. Vous avez toute une série de comités, etc., qui finalement répondaient au niveau du Conseil national de sécurité, mais celle qui était à l'initiative, c'était le Premier ministre et qui a en charge une multiplicité d'autres choses. Elle n'a pas que ça à gérer. Et même si c'est une crise qui touche énormément de pans de la société. Donc je pense que l'idée qu'il y ait une personne aux commandes, c'est effectivement quelque chose qui nous a beaucoup manqué pendant cette crise. Maintenant, effectivement, il faut que cette personne ait le sens de la mesure et arrive à trouver justement cette ligne dont je parlais à l'instant, qui doit faire la part des choses entre banalisation et alarmisme vis-à-vis de l'épidémie. Merci. Fanny Debois, une deuxième question peut-être. Oui, mais en fait, elle concernait l'échelonnement du système de santé, mais en fait, je me rends compte. Attends, il y a encore un écho, je pense qu'il faut que ton micro soit coupé, Patrick. Je me rends compte que j'ai envie plutôt d'interagir avec ce qui vient d'être dit parce que je trouve qu'il y a des éléments très, très intéressants. Et donc, avec une question peut-être un peu plus politique, on constate à quel point la crise a démontré les manquements démocratiques de notre système, les manquements en termes de prévention, les manquements en termes d'éducation permanente, parce que pour moi, faire de la com au sens marketing, comme ce que beaucoup de chargés de communication ont appris à l'école, ça n'a pas de sens dans ce genre de crise. C'est plus des orientations vers des dispositifs de promotion à la santé, d'éducation permanente qu'il faut pouvoir instaurer. Vous parliez, Marius Gilbert, aussi des causes néolibérales. Donc,
une certaine forme de gestionnarisation de l'État qui fait qu'on est beaucoup moins basé sur des principes de santé publique fondamentaux, mais plus sur des petites querelles de secteurs qui font qu'on se répartit des parts de gâteaux budgétaires alors que ce n'est pas spécialement des critères de santé publique qui orientent notre système de santé et notre état social en général. Dans les maisons de repos aussi, moi, je reviens avec ça, mais j'ai quand même été profondément marquée par le fait que finalement des mesures très radicales ont été menées dans ces structures et je me demande dans quelle mesure, là aussi, est-ce que cette question de marchandisation de ce système où on se rend compte, vous savez, dans certaines maisons de repos, aujourd'hui, il y a un taux de rendement entre 4% et 9%, mais où est-ce que vous pouvez aller chercher autant d'argent? Pour moi, c'est soit sur les conditions des travailleurs, les conditions de travail des travailleurs, soit sur le prix d'entrée à la maison de repos, soit sur la qualité des soins dans la maison de repos. Mais donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi, et donc là, c'est la question peut-être un peu plus politique du jour, est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi de ces facteurs-là qui ont agi sur l'impact négatif général. Et pour terminer, du coup, je me dis par rapport à cette fameuse personne qui aura comme charge d'imposer une certaine ligne entre tous ces ministres chargés de la santé. Est-ce que c'est vraiment ça la solution? Enfin, moi, je m'interpelle quand même parce qu'on vient de faire les constats en termes de, au niveau communication, ça n'a pas été génial. Il faudrait peut-être faire des dispositifs plus d'éducation permanente, etc. Au niveau du système en général, on se rend compte que les budgets sont parfois pas du tout alloués là où le système de santé en a besoin. Et on se rend compte aussi qu'il y a un éparpillement des ministres en charge de la santé qui empêche d'avoir une cohérence globale au niveau des politiques de santé. Et donc voilà, ma question c'est finalement, est-ce qu'on ne devrait pas quand même encourager, et même du côté des experts scientifiques, alors puisqu'on a quand même du pouvoir d'agir sur nos responsables politiques, en tant que fédération représentative de secteur, en tant que, parce que vous disiez tout à l'heure, oui, c'est vrai, la prévention, tout le monde trouve ça. Alors du coup, est-ce qu'on n'actionnerait pas ensemble des leviers de convergence pour pouvoir solliciter nos responsables publics pour aller vraiment dans ce sens plus démocratique? Voilà. Je sais que c'est une question très générale. Mais... Oui. C'est plus une interpellation, une invitation forte qu'une question scientifique. Voilà. Alors, si Marius ou Jean-Luc veut réagir très brièvement, on passera à une question de Bernard. Je vais réagir très brièvement. D'abord, oui, vous avez tout à fait raison. Tout va dépendre de qui va être aux commandes de ce fameux commissaire. Imaginez que ce soit un ayatollah politologue du nord du pays qui fait de la politique et de la science. Je ne citerai pas de nom, mais vous aurez compris. Ça va être un drame, ça va être un bain de sang socio-économique monstrueux et la population va être complètement déstabilisée et on va déstabiliser l'État, c'est clair et net. Dans les pays qui ont bien géré la crise, on a donné les clés de la gestion à des vrais professionnels, pas à des virologues, je m'excuse, pas à des épidémiologues non plus. On a donné la clé à des gens qui gèrent la crise tout le temps. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps au front des crises. Ce n'est pas nécessairement un coronavirus. Ça peut être une crise Seveso, ça peut être une crise terroriste, ça peut être ce qu'on veut. Mais les pays qui ont vraiment bien fonctionné sont des gens qui avaient des professionnels de gestion de la crise. On n'a pas du tout eu ça en Belgique. On a pondu un GSS qu'on a dû annuler parce que, franchement, ça ne donnait pas grand-chose de très positif. On a un Céléval qui est quand même extrêmement critiqué à l'heure actuelle et a fortiori, puisqu'il n'est pas représenté et bien balancé au niveau médical. Ça montre vraiment un déficit de gestion de base de l'État belge dans des mécanismes de crise. Or, ces plateformes de gestion de crise existent. Elles travaillent même sous l'égide du Centre fédéral de crise. Voyez-vous qu'on leur a demandé leur avis pendant cette crise? Jamais. Or, ces plateformes se réunissent régulièrement pour préparer aux crises AUX de tout type du pays avec l'ensemble des forces de vie. La protection civile, la défense, les pompiers, les médecins, et j'en passe. Les policiers. Croyez-vous qu'on leur a demandé
pense qu'on a entendu le message. Il y a une convergence sur l'enjeu de la gestion de crise. Sur l'invitation de Fanny, Marius, tu veux réagir? Oui, mais simplement, je pense qu'en fait, toute crise est une opportunité de transformer le système. Et donc, c'est vrai, mais c'est pas faux. C'est ça, en fait, la réponse à la question sur un commissaire, c'est une réponse courte dans un contexte qu'on considère étant celui-là. Donc, pour piloter effectivement la situation dans les prochains mois, je pense que c'est la meilleure solution. Mais c'est vrai que ça ne rencontre pas la question de savoir structurellement quelle est la façon dont la santé publique est organisée. Et ça touche à des questions beaucoup plus profondes. Mais ça, il faut composer avec le rapport de force politique qui est celui de notre pays et dans lequel, effectivement, les approches qui sont celles de la prévention mais ne sont pas tout à fait représentées au niveau du politique. Voilà, on est gouverné en partie par le FNR, par le VLD, par la NVA, qui ne voit pas nécessairement ce type d'approche d'un très bon œil. Sur la question de la crise, je pense que, voilà, je pense, M. Gallin, vous accordez beaucoup trop de poids aux experts dans les décisions. Je pense qu'en fait, vous confondez la visibilité médiatique qui leur a été donnée par les médias avec le pouvoir d'un ensemble de structures et d'autres comités qui interviennent et qui jouent des rôles très importants. Et je pense que vous confondez les deux. Je ne suis pas sûr. On va pas faire le débat là-dessus entre vous maintenant, mais je propose de passer la parole à Bernard DeVos pour sa deuxième interpellation. Alors moi, j'ai une question presque simpliste hein, à côté de l'ampleur de la question et la réaction de l'interpellation de Fanny. Alors, c'est la cerise sur les gâteaux de tous les débats sur les réseaux sociaux, le port du masque. Alors, quand j'ai vu qu'il y a les deux experts qui étaient avec nous ce matin, je me suis dit, bon, je vais me permettre. On a donc 900 000 enfants dans l'enseignement, 100 000 enseignants. Il y a une bonne moitié, donc 400, 450 000 élèves qui ont un masque sur le visage toute la journée et sans doute 50 000 enseignants. Et donc, moi, j'ai des dizaines, des centaines de courriers qui viennent me demander de défendre le droit des enfants, estimant que c'est une véritable maltraitance. Et objectivement, sans doute que pour des adolescents, puisqu'ils sont concernés par la mesure, qui ont déjà une expérience de l'école parfois un peu désagréable, le fait de porter un masque toute la journée ne rajoute pas du plaisir, en tout cas, c'est plutôt une difficulté supplémentaire. Et donc, ce qu'on me dit et ce qu'on me pose comme question, à laquelle je peux difficilement répondre, c'est qu'on me dit, mais c'est quand même un peu particulier. Alors forcément, il y a la comparaison avec les terrasses, hein, où on peut s'en passer alors qu'on est parfois dans des relations très proches, mais au sein même de l'école, le port du masque est relativement pas obligatoire, j'ai envie de dire, pendant les périodes de récréation, puisque les enfants sont à l'extérieur, mais ils sont en interaction en général dans les cours de récréation. Alors qu'à l'école, ils sont relativement statiques, les locaux sont aérés, etc. Et donc on me dit, est-ce que la question, c'est est-ce que c'est vraiment, j'ai envie de dire, indispensable? Est-ce qu'on ne pourrait pas justement alléger pour effectivement rendre l'expérience scolaire relativement plus confortable, entre guillemets? Et donc, moi, je pose la question comme vraiment naïf, parce que moi, j'ai autant de gens qui m'interpellent pour me dire que je devrais intervenir auprès des responsables politiques pour imposer le masque à partir de 3 ans. Je disais en rigolant, en préparant l'émission, qu'il faudrait peut-être, certains me demanderaient le port de masque in utero, et puis d'autres qui me disent, mais enfin, laissons tomber, de manière générale, ça ne sert à rien, ce masque ne sert à rien du tout. Voilà, c'est moi une question de béotien et un peu plus légère que la première, peut-être. Comment trouver l'équilibre et comment entendre les paroles de terrain pour aider à trouver cet équilibre, Marius? Alors, c'est vraiment la question de la part de l'école dans la transmission est sans doute la question la plus délicate. Je pense qu'on a eu à gérer, tant dans la logique du déconfinement que maintenant par rapport à la question de l'usage du masque. Parce qu'en fait, elle touche à une question fondamentale qui est celle de la part des jeunes dans la transmission générale dans la communauté et de la capacité que l'on peut avoir à contenir la transmission dans ces populations jeunes. Si on avait la garantie de pouvoir contenir la transmission dans ces populations jeunes, effectivement,
et de faire en sorte que ces populations jeunes ne transmettent pas chez elles à leurs parents ou leurs grands-parents, eh bien, effectivement, on pourrait se dire, comme cela a été suggéré, que laisser la transmission circuler de façon tout à fait libre à ce moment-là dans le milieu scolaire pourrait être une stratégie intéressante. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile de compartimentaliser les choses entre des jeunes et leurs parents, entre des jeunes et leurs grands-parents, dans un contexte où on sait très bien que les structures familiales ne sont pas du tout celles de la famille traditionnelle. Et là, il y a tout à fait d'accord qu'il y a eu toutes sortes de transformations qui se sont déroulées. Et que si on veut arriver à protéger complètement des populations à risque que sont les personnes âgées, en fait, c'est les mettre dans une forme d'isolement social complet. Et donc, il faut trouver une espèce de solution qui permette à la fois de protéger les personnes plus âgées, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les personnes à risque, il n'y a pas uniquement les personnes âgées, il y a aussi toutes des personnes qui peuvent être des parents qui présentent des facteurs de risque importants en termes de comorbidité, en termes de statut immunitaire, de diabète et autres, et que ces personnes-là ont le droit aussi d'être, d'une certaine manière, protégées collectivement. Et donc, dans cet équilibrage qu'il a fallu trouver à un moment entre mettre des mesures de prévention en place dans les écoles pour prévenir la transmission dans la communauté, le masque a été utilisé comme instrument important pour permettre la réouverture des écoles dans des conditions pleines, c'est-à-dire sans distanciation sociale entre élèves. Et voilà, et ça a été ça qui a été vu comme étant l'équilibrage à trouver qui permettait d'équilibrer une prévention de la transmission tout en ayant quelque chose de relativement raisonnable et implémentable à l'intérieur du milieu scolaire. Voilà. Maintenant, si effectivement on pense qu'on peut isoler les jeunes de leurs parents, à ce moment-là, la question se pose dans d'autres termes. Mais ça fait l'hypothèse aussi qu'on considère que l'immunité est acquise et est acquise pour longtemps, ce qui est loin d'être démontré, et les pays qui se sont risqués à l'immunité collective, il n'y a pas vraiment de succès qui a été enregistré jusqu'à présent. Donc, je pense que l'immunité collective est quelque chose à laquelle on arrive par la vaccination et pas forcément en laissant la transmission. Mais je fait des grands signes, il ne sera pas d'accord. Mais voilà. Non, pas possible ça. Non, on ne parle pas d'immunité collective, on parle d'immunité subcollective chez les jeunes. Donc ça, c'est déjà le premier élément essentiel. C'est un contrat moral entre les jeunes et les gens exposés, vulnérables, dont je fais partie. Et ça, il faut donner la responsabilité aux jeunes de le faire ou ne pas le faire. Mais il faut les considérer comme des adultes et leur demander d'être des citoyens. Si on ne le fait pas, de toute façon, le niveau d'adhésion au port du masque chez les jeunes, il est proche de zéro. Il est proche de zéro. On l'a vu. Il y a des groupes, Marius, qui portent le masque. Il y a des groupes, et c'était sur toutes les TV, qui ont dit, nous, le masque, on ne le portera plus, on ne fera plus de distance sociale, on en a ras-le-bol. Ils ont exprimé leur ras-le-bol. Je ne dis pas que c'est l'ensemble des jeunes, je dis que c'est une partie des jeunes, et cette partie-là est effectivement une partie dangereuse pour toute une partie de la population. On a d'autres choix que de prendre un contrat moral avec eux, en disant, OK, on vous fout la paix quand vous êtes entre vous, si je peux m'exprimer comme ça, mais vous nous respectez quand vous êtes en face de nous. C'est un risque à prendre, mais on doit gérer le risque maintenant, on ne gère plus une crise. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au niveau de l'âge du port du masque, il n'y a pas d'âge. Pour répondre à Bernard De Vos sur In Utero, ça, c'est effectivement une blague qu'il a citée, c'était très provoquant, mais c'est vrai que c'est à peine provoquant parce qu'il n'y a pas d'âge pour le port du masque et tout dépend du milieu socio-économique dans lequel on va se trouver. Est-ce que les parents vont pouvoir expliquer clairement à leur enfant? Est-ce que l'enfant va être en mesure de comprendre ce qu'on lui veut? Pourquoi on lui impose cette mesure qui est effectivement coercitive? Est-ce que le milieu de l'école dans lequel il va se trouver va relayer ces messages ou pas? Est-ce qu'il va être entouré avec un environnement qui l'accompagne dans le port du masque ou pas? Est-ce que son professeur va avoir une attitude défensive, agressive, constructive ou pas? Tout ça, ce sont des facteurs qui vont influencer directement l'adhésion ou pas et le bon port du masque ou pas. Et à ça, vous rajoutez des facteurs techniques de quel type de masque on va demander de porter à l'enfant, parce qu'il y en a des bons, il y en a des mauvais. Est-ce qu'on va vraiment le changer? Après combien de temps on va le changer? Donc, il y a des facteurs multiples qui font que c'est devenu
extrêmement, extrêmement compliqué. Et c'est tellement compliqué quand vous demandez en Allemagne, quelle est la mesure sur le port du masque en Allemagne dans les enfants d'école primaire, secondaire et université? Et des experts m'ont dit, écoute, ça dépend des Länder, ça dépend des régions, ça dépend dans les régions des écoles. Et bref, ils m'ont dit, et je m'excuse pour le mot, c'est un vrai foutoir en Allemagne. J'ai posé la même question à mes collègues médecins anglais. Ils m'ont dit, bah, écoute, un jour on dit qu'on doit le porter, le lendemain le ministre nous dit qu'on ne peut plus le porter, on ne s'y retrouve plus, les étudiants non plus, et c'est le véritable foutoir. En France, à peu près la même chose. Monsieur Gall, je propose qu'on ne passe pas en revue tous les pays. On sait que cette question est très sensible, celle du port du masque, et on voit que les points d'équilibre n'est pas évident et qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse et il y a sans doute parfois des excès, et j'en profite là, même si je sors de mon rôle, pour dire par exemple que d'avoir des situations où des femmes ont été amenées à accoucher en portant le masque, ça me paraît par exemple particulièrement déplorable. Mais je veux croire et espérer que c'est exceptionnel. On est déjà au terme du temps qui était imparti à cette discussion. Je voudrais proposer alors simplement un tour d'écran final en proposant à chacun et à chacune de dire, tiens, pour les semaines prochaines, s'il fallait suggérer une amélioration, une chose à faire pour améliorer justement cette prise en compte de la diversité des terrains dans les décisions que nous avons à prendre, que ce soit des décisions politiques ou autres d'ailleurs, dans le cadre de cette crise, ce serait quoi? Quelle serait votre suggestion? Je propose de commencer par Fanny. Je vais être très brève. La réduction de la surcharge administrative des médecins généralistes. Voilà. Merci. Bernard? Moi, je fais vite aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi, des décisions les plus pérennes possibles, pour faire en sorte qu'elles puissent être communiquées de la meilleure manière et les personnes doivent appliquer, entre guillemets, les mesures qui sont décidées. Merci. Monsieur Gala? Votre micro? Excusez-moi, mais mon micro était coupé. Il faut absolument, et ça le montre, établir un canal de communication. Alors, c'est facile à dire, mais je ne peux pas développer l'idée, entre vraiment ce qui est le gouvernement qui prend des décisions et il faut accepter qu'ils ont le pouvoir politique et pas nous. Les experts qui doivent se mettre ensemble, débattre idéalement une plateforme large dans un cénacle qui leur est propre et pas sur la place publique. Je suis le premier à regretter qu'on a été obligé de le faire sur la place publique parce qu'on n'avait pas la place de le faire autrement et que le Céneval avait complètement obvié notre dimension médicale. Et trois, ne pas oublier les acteurs de terrain qui ont été manifestement oubliés dans cette crise. Il faut un canal entre les deux. Et je rajouterai que les données qui sont fournies au niveau d'une épidémie doivent faire l'objet d'une analyse et d'une interprétation extrêmement rigoureuse parce que, excusez-moi, mais c'est d'un amateurisme total dans ce qui est communiqué. Restons aux suggestions. Merci. Et Marius pour terminer alors. Pour moi, la clé, c'est la mobilisation de tous les acteurs intermédiaires. Donc, c'est vraiment d'avoir une bonne cartographie de tous les acteurs intermédiaires qui peuvent servir de relais, tant en termes d'information et d'opérationnalisation entre des niveaux fédéraux ou régionaux et le terrain, parce que je pense que c'est vraiment là qu'il y a énormément qui se joue et c'est vraiment un niveau qui a été sous-exploité jusqu'à présent. Merci. Bien, on voit que pour chacun des points ou des sous-thèmes que nous avons abordés, on pourrait poursuivre des discussions parfois longuement. Il y a largement matière. J'espère que cette discussion aura intéressé celles et ceux qui nous regardent et nous regarderont. Merci à tous les quatre d'avoir été disponibles pour participer à cet échange. Et je rappelle qu'il y aura un 4e débat crise sanitaire, débat salutaire le 8 septembre sur le thème de la prise en compte globale de la santé, des déterminants de la santé dans le cadre de la gestion de cette crise. Bonne soirée, bonne journée à chacun et à chacune. Au revoir.